Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Alors, ici André Pelchat, en compagnie de, comme toujours, de Charles Daigneault. Bonsoir. Bonsoir, André. Alors, aujourd'hui, on va parler de deux personnages. Moi, je vais parler d'un pirate, mais toi, c'est pas tout à fait un pirate, mais presque d'une certaine façon. C'est au moins, en tout cas, inhabituel. Quelqu'un qui aurait piraté son propre ADN. Très bon lien. Voilà. Donc, moi, c'est quelqu'un qui était vraiment qui était un pirate, mais il est vu comme plus qu'un pirate. En Chine, donc pour un cinquième de l'humanité, il est un héros national. Et il s'appelle Koxinga. Il est d'ailleurs de nationalité, il est considéré comme un Chinois en Chine, mais il est considéré comme un Japonais au Japon. Donc, c'est déjà pas donné à tout le monde. Et c'est grâce à lui que l'île de Taïwan va finir par faire partie de la Chine, ce qui a encore des répercussions politiques aujourd'hui, parce que, d'ailleurs, c'est quelque chose sur quoi que les gens, parfois, ont besoin de se faire expliquer. Taïwan, qui est une île dans le Pacifique, à une bonne distance de la Chine, est dirigée par un gouvernement, qui est le parti du Kuomintang. Enfin, en ce moment, c'est eux, parce qu'il y a eu des élections il n'y a pas longtemps, ils avaient perdu, ils ont gagné le pouvoir. Et ça, ce gouvernement-là, originellement, ce parti, c'était le gouvernement de la Chine au début du 20e siècle. Ce qui s'est passé, c'est que durant la guerre civile de 1949, que les communistes ont gagné, les nationalistes, donc le Kuomintang, se sont réfugiés à Taïwan. Et ils ont continué à prétendre être le gouvernement de toute la Chine. Et ils sont les ennemis absolus, bien sûr, du gouvernement communiste qui est sur le continent, la Chine continentale. La seule chose sur laquelle les deux gouvernements s'entendent, c'est pour dire que Taïwan fait partie de la Chine. Même si, en pratique, Taïwan fonctionne complètement comme un État indépendant depuis 1949. Donc, mais il y a encore une revendication de la Chine sur Taïwan, et il y a un parti indépendantiste à Taïwan qui veut déclarer l'indépendance. Et à Pékin, on a dit que si le gouvernement déclare l'indépendance, ça va être une cause de guerre. Et ça a causé, lorsque le Parti indépendantiste a été élu, la première rencontre entre les membres du Kuomintang et ceux du Parti communiste chinois depuis 1949, parce qu'ils étaient prêts à discuter là-dessus, parce que là-dessus, les deux partis s'entendent. Comme je dis, c'est la seule chose sur laquelle ils s'entendent, mais ils s'entendent pour dire que Taïwan doit éventuellement faire partie de la Chine. Mais comment ça se fait que Taïwan fait partie de la Chine? Parce que c'est quand même assez éloigné. Si on regarde une carte, c'est assez éloigné de l'île, du continent. Et pendant très longtemps, ce n'était pas vu du tout comme faisant partie du territoire chinois. C'est là qu'entre en jeu notre personnage d'aujourd'hui, Koxinga. Koxinga est né en 1624 au Japon, à Hirado. Son père s'appelait Zheng Jilong. C'est un pirate, un marin et un marchand originaire d'une famille chinoise. Et il va souvent à la ville de Hirado pour faire du commerce. Et c'est là qu'il a rencontré la mère de Koxinga, une japonaise, Tagawa Matsu. Et Koxinga va être élevé d'abord au Japon, puis ensuite va aller étudier en Chine. Donc, il va se promener un petit peu entre les deux pays, et il va étudier, notamment, faire des études, des érudits, des études confucéennes en Chine, dans le but de passer l'examen impérial pour devenir mandarin. C'est là que la politique va interférer avec ses plans, parce que la Chine, au début du 17e siècle, est dirigée par la dynastie des Ming, et la dynastie des Ming tombe en 1644. Elle est renversée par une révolte populaire dans laquelle des généraux font intervenir les Mandchous. Les Mandchous qui sont une ethnie, un peuple qui vit un peu au nord, aujourd'hui dans la Mandchourie, qui maintenant fait partie de la Chine, mais à l'époque c'était un autre pays. Et les Mandchous, donc, fournissent leur armée au service de l'une des factions, mais finissent par, eux, s'emparer du pouvoir et prendre la capitale, Pékin, et fonder une nouvelle dynastie, la dynastie des Qing, qui va être la dernière dynastie impériale, qui va durer jusqu'en 1912. Les provinces du Sud vont rester fidèles aux Ming. Et donc, la guerre va durer plusieurs années pendant lesquelles les Qing vont tenter de entreprendre la conquête du sud de la Chine. Et c'est là que Zheng Jilong, le père de Koxinga, va se rallier aux Ming. Et il va décider de mettre sa fortune et ses navires, puisqu'il a des bateaux, au service des Ming, et va engager pour ce faire des pirates, qui en avaient beaucoup à l'époque, des Chinois, mais aussi des Japonais, parce que les Japonais avaient été un peu les Vikings de l'Extrême-Orient à l'époque. Ils avaient eu des attaques de pirates japonais sur la côte chinoise pendant des années.
Ce qui est particulier, c'est que les pirates japonais, ce sont des professionnels. C'est des troupes régulières, en fait, de seigneurs japonais qui se faisaient la guerre entre eux et qui embarquent sur des bateaux pour aller faire de la piraterie pour financer leurs seigneurs dans les guerres civiles au Japon. Donc, c'est des soldats réguliers. En réalité, c'est des gens qui ont une formation militaire. Ils sont extrêmement efficaces. Plus corsaires, peut-être que pirates, si on veut jouer ces mots. On pourrait, oui, c'est ça. En ce moment-là, en ce cas-là, oui, parce qu'ils ont l'appui du gouvernement des Ming. Toujours est-il que les Ming perdent le combat sur Terre. Koxinga va devenir un chef parmi eux et va se montrer extrêmement efficace d'ailleurs, mais aussi, on est pour les Ming, contre les Qing, pour une autre raison. Les Qing ont pris différentes mesures pour restreindre le commerce. Et ça ne fait pas l'affaire des marchands ni des pirates. Alors donc, leur situation devenant un peu plus délicate, ils prennent le parti des Ming. Mais rien à faire, les Mandchous battent les troupes impériales et de plus en plus, on se dirige, la guerre s'en va vers le sud de la Chine. Koxinga qui succède à son père meurt, Koxinga devient le chef de cette armée plus ou moins indépendante et de cette flotte surtout. Et là, il continue le combat, va prendre comme base 2 cités du sud de la Chine, mais va finir par être vaincu quand même. Va faillir venir proche de prendre la ville de Nankin, va être repoussé. Il faut une base plus éloignée des attaques. Et c'est là qu'il commence à regarder vers Taïwan, vers l'île de Taïwan, qui est connue à l'époque en Europe sous le nom de Formose. Le problème à Formose, c'est que l'île est déjà occupée, elle est colonisée par les Hollandais. Il faut dire que l'île était déjà habitée. Il y a des populations probablement apparentées d'origine malaisienne qui habitaient l'île, mais c'était assez clairsemé. Ils étaient assez hostiles aux étrangers, mais surtout, leur principale chefferie, leur tribu, était plus vers l'intérieur de l'île. La côte est contrôlée par les Hollandais. Les Hollandais, qui sont une grande puissance maritime à l'époque, et qui sont une armée, qui ont une armée très efficace également, Koxinga décide, tant pis, on attaque Taïwan et on va prendre l'île aux Hollandais. La campagne a été étudiée par un historien militaire il n'y a pas si longtemps parce qu'il y a plusieurs mythes qui vont être détruits dans cette campagne-là, même si à l'époque, on ne s'en est pas rendu compte. Les historiens militaires, depuis très longtemps, partaient du principe qu'à l'époque, au 17e siècle, les armées européennes étaient beaucoup plus efficaces que les armées asiatiques parce qu'elles utilisaient une tactique qu'on appelait la volée, c'est-à-dire de tirer en salve, voilà le mot que je cherchais, des salves, et avec des armes à feu, et qu'elles étaient plus disciplinées. Or, la campagne va démontrer que ce n'est pas le cas. Il y a l'historien militaire qui a étudié cette campagne-là spécifiquement a fait également démontrer d'abord que la tactique de tirer en salve, c'était connu en Asie depuis très, très, très longtemps, même avant l'Europe, possiblement. Ce n'est pas cette tactique-là que les Chinois vont utiliser, que nos pirates sino-japonais vont utiliser contre les Hollandais. Ça va être des charges de cavalerie. Et ce qui va être intéressant, c'est que toutes les fois, c'est la discipline des Hollandais qui va craquer. Ils vont s'enfuir devant les charges, ce qui va contre la théorie militaire développée jusque-là. Donc déjà, on a une démonstration là, au moins sur ce plan-là, la théorie était fausse. Autre élément, la supériorité navale. Tout le monde reconnaît que les navires européens de l'époque, comme navires de guerre, étaient très supérieurs aux navires chinois. D'ailleurs, même les Chinois en convenaient à l'époque sans difficulté. Et néanmoins, Koxinga va remporter une bataille navale contre la flotte hollandaise en employant une ruse de guerre. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était assez courant pour d'employer ce qu'on appelait des brûlots. Alors, des navires auxquels on mettait le feu ou qu'on remplissait d'explosifs et qu'on dirigeait à vide contre la flotte ennemie, mais on prenait des vieux bateaux dont on ne se servait plus. Koxinga va avoir l'idée de génie d'utiliser son navire amiral, ce que les Hollandais ne verront pas venir du tout. Quand les Hollandais vont commencer à prendre d'assaut à l'abordage d'un navire amiral, ils vont s'apercevoir que l'équipage se sauve en chaloupe, et là, ça va leur sauter. Ça va exploser, détruisant une bonne partie de la flotte hollandaise qui va battre en retraite. Donc, le seul moment où la théorie de la supériorité militaire occidentale va se vérifier, c'est quand les Chinois vont attaquer, les pirates vont attaquer des forteresses.
Là, le plan des forteresses européennes de l'époque était en étoile. Oui. C'était une nouvelle, ça avait été inventé en Europe, c'était pas connu en Asie. Et ça, ils ne réussiront pas à prendre les forteresses d'assaut. Et ils vont être obligés de les affamer. Mais éventuellement, les Hollandais vont finir par évacuer Taïwan et les Chinois, donc vainqueurs, enfin les Chinois, la flotte de Koxinga, qui, toujours au nom de la dynastie Ming, qui n'a plus de représentants d'ailleurs, le dernier prince s'est fait capturer. Koxinga va fonder une espèce de royaume indépendant sur l'île de Taïwan, sino-japonais, puisque ses troupes viennent des deux pays. Et ce qui fait d'ailleurs que quand le Japon va occuper Taïwan entre 1895 et 1945, ils vont ressortir utiliser beaucoup le personnage de Koxinga comme pour la propagande, pour dire, voyez, on a toujours été, c'est normal qu'il y ait des Japonais ici. Donc, Taïwan est prise le 30 avril 1661. En fait, la guerre va durer de 61 à 62. Et finalement, un traité avec le gouverneur hollandais Frédéric Coit. Les Hollandais s'en vont. D'ailleurs, le pauvre gouverneur va se faire varloper joyeusement quand il va arriver en Hollande. On ne lui pardonnera pas d'avoir cédé la colonie. Mais il l'a cédé sous la pression militaire intense. Koxinga meurt quelques mois après la prise de l'île. C'est son fils Zheng Jing qui va lui succéder et qui va diriger cette espèce d'État plus ou moins indépendant. Donc, pour la première fois, Taïwan est face à la Chine comme un État indépendant qui prétend quand même faire partie de la Chine, exactement comme aujourd'hui. Mais éventuellement, la dynastie des Qing, les Mandchous vont prendre le contrôle de toute la Chine continentale et vont éventuellement envoyer une expédition à Taïwan en 1683, dirigée par un certain amiral Shi Lang, et qui va réussir à conquérir, si on veut, ce petit royaume rebelle. Et les troupes, la plupart vont se rendre. Le fils de Koxinga va être exécuté, naturellement, parce que c'était comme ça qu'on faisait, mais le reste des troupes vont tout simplement se rendre et ça va se terminer là. Et Taïwan va devenir une province chinoise après ça, jusqu'au 20e siècle. Donc, c'est l'histoire de Koxinga, qui est bien sûr un héros national en Chine, dans les deux Chines, à Taïwan et sur la Chine continentale. Et les Japonais, eux autres, l'ont toujours considéré comme un des leurs. Après tout, il venait de la région de Nagasaki. Sa mère était la fille d'un seigneur japonais. Donc, pour eux, c'est un Japonais. Pour les Chinois, c'est un Chinois. En fait, on a vu, c'est les deux. Il y avait une double nationalité. Et c'est un personnage donc extrêmement important dans l'histoire de l'Asie. Et aujourd'hui, l'histoire de l'Asie, ça vaut la peine de commencer à s'y intéresser. Oui. Parce qu'il y a des pirates d'autres genres qu'ils s'appellent Huawei ou autrement. Et la Chine est la Chine prend la place que sa démographie justifie dans le monde aujourd'hui. Alors voilà, c'était l'histoire de Koxinga. Fascinant, l'histoire du brûlot. C'est récurrent dans les batailles navales. De toute façon, ça a été employé avec succès, entre autres, contre l'invincible Armada par la flotte anglaise. C'est ça. Et puis, voilà, ça nous situe un peu dans la géopolitique historique de Formose, qui est maintenant Taïwan. La prochaine fois qu'on va voir de quoi Made in Taiwan, on va en savoir un peu plus. C'est ça. Et toi, tu as aussi un personnage particulier. Oui, après un petit détour au 17e siècle, là, on se retrouve au 21e siècle aujourd'hui. Moi, je vais vous parler d'un dénommé Brian Henley. À mon sens, M. Henley est le bricoleur suprême, le hobbyiste. D'ailleurs, au point de départ, c'est une personne qui a un doctorat en biologie et puis il a sa propre entreprise de pharmacie biologique, etc. Mais il est fasciné par la possibilité de ce qu'on appelle aujourd'hui le traitement génique. Le problème avec cette recherche-là, c'est l'expérimentation directe. Toutes les lois à l'heure actuelle au niveau de la recherche, entre autres, et puis la protection des individus, est plutôt
un obstacle. On n'expérimente pas sur les humains comme on veut. Donc, comment faire avancer une thérapie génique sans vraiment l'expérimenter sur les humains? On expérimente sur des rats de laboratoire et d'autres espèces, surtout des singes qui sont comme l'espèce Rhesus, qui est supposément assez près de l'être humain pour pouvoir appliquer les résultats d'un à l'autre. Mais là, c'est pas ça, on parle d'un bricoleur. Cet homme-là, son but, à Brian Henley, c'est d'augmenter la durée de vie et puis d'augmenter la résistance au niveau immunologique, de donner à l'être humain ce qu'on pourrait considérer comme aujourd'hui la capacité de vivre assez longtemps pour aller soit à l'extérieur dans l'espace, les voyages spatiaux. Là, on parle d'aller coloniser Mars, entre autres. Ça va prendre des durées de vie humaines un peu plus longues que ce qu'on a aujourd'hui si on veut arriver à des résultats comme ça. Il va falloir non seulement vivre longtemps, mais pas vivre sans vieillir. Sans vieillir, entre autres, et puis surtout être résistant à tous les virus. De là, sa recherche. Alors, quand on parle d'OGM aujourd'hui, on pense surtout à du maïs, du coton, etc. Mais on arrive avec certains francs-tireurs là, dans la recherche, entre autres. Donc, il va développer un gène synthétique. Ce gène-là va avoir une action sur ce qui est nommé le facteur GHRH dans notre organisme, qui, lui, contrôle le système immunitaire, entre autres, l'hormone de croissance et puis l'accroissement musculaire, entre autres, et puis le gène du vieillissement. Donc, il s'attaque à ce qui est l'obstacle majeur à l'évolution physique de l'humain. Donc, il va utiliser un ordinateur, un système informatique et un algorithme pour créer une suite de molécules d'ADN, entre autres, pour ni plus ni moins construire comme une maquette un gène synthétique qui, lui, va remplacer ou modifier le GHRH qu'on parlait tantôt. Ça va lui prendre longtemps. Le type, en passant, c'est un homme de 60 ans. Il est à la période dans sa vie où ça commence à être difficile. Là. Dans nos existences linéaires humaines, la vie, elle nous donne beaucoup quand on est jeune, mais à un certain âge, elle commence à reprendre. Les maladies font l'apparition. On est encore plus sensible à tous les facteurs externes, hein, comme la température, la poussière, les virus, et ainsi de suite. Donc, il va développer sa propre version du gène synthétique et puis là, il va faire affaire avec une compagnie pharmaceutique pour pouvoir créer ce qu'on appelle un plasmide. C'est ni plus ni moins un greffon. C'est comme un peu une masse de chair circulaire dans laquelle se trouve cet ADN-là. Et il va s'implanter ça lui-même chirurgicalement dans la cuisse. Donc, on fait une greffe et puis après ça, il applique un courant électrique de très faible intensité qui va faire en sorte que tout ce matériel génétique-là va se propager dans ses tissus musculaires, son système circulatoire, entre autres. Et puis là, bien, il va se mettre à quantifier les effets de ça. L'effet est pratiquement immédiat. Maintenant, c'est difficile à concevoir un peu, là, mais remettons-nous, mettons, à Hollywood dans les années 1950. Une expérience de ce type-là, le résultat sera vraiment pas beau. Il y avait un film qui s'appelle La Mouche qui a été fait dans ces années-là, qui a été repris plus tard, où là, on a une espèce de combinaison de matériel génétique qui arrive sur un horreur. Dont l'action se passe à Montréal. À Montréal. Puis d'ailleurs, il y a un risque à faire ce qu'il fait, c'est une réaction immunitaire imprévisible, inattendue. Fait que le type, c'est un risque tout. Mais on vit dans une société d'extrême. Hein? On a simplement à voir, par exemple, ces alpinistes de l'extrême qui vont escalader des falaises avec seulement leurs doigts et un peu de craie. Ils sont à la limite de la vie, mais lui, il va explorer cette limite-là en expérimentant sur lui pour pouvoir arriver à une solution qui va aller plus loin. Donc, les effets immédiats, ça a été une euphorie. Là, il s'est mis à vérifier toutes les statistiques de son système. Par exemple, le rythme cardiaque et puis la résistance au virus, entre autres, et puis beaucoup d'autres facteurs. L'augmentation de la testostérone, les lipides, l'endocrinologie humaine. Ça va être documenté par le laboratoire de la génétique George Church de l'Université de Harvard. Maintenant,
c'est une période qui l'amène à être euphorique. Le plus gros, la première injection a été suivie de plusieurs semaines d'euphorie. Quand on est en santé et qu'on se sent bien, il n'y a plus d'attaque physique, notre système immunitaire ne siphonne pas notre énergie afin de résister aux maladies. Là. Les effets secondaires dont il a fait l'expérience, ils signalent uniquement une augmentation du nombre de blessures liées au sport. C'est quand même assez extraordinaire. Et puis, là, ça a eu lieu en 2016-2017. J'ai pas eu d'autres notions à savoir où est-ce que ça en est présentement, parce que là, j'imagine que ces informations-là sont disponibles aux chercheurs, mais le commun des mortels, on n'y a pas vraiment accès. Ça va ouvrir cependant la porte vers ce qu'on appelle la thérapie génique. De nos jours, on voit des maladies comme l'Alzheimer, on voit aussi justement, il en parlait cette semaine, des infections, des bactéries qui sont résistantes à toutes les antibiotiques, entre autres. Ça devient un problème de santé planétaire. On voit réapparaître la rougeole. Tout ça, c'est lié à l'endocrinologie et au système immunitaire, entre autres. Oui, et au fait que l'usage, par exemple, des antibiotiques fait que les virus deviennent résistants. C'est la sélection naturelle. La sélection naturelle joue là-dedans aussi. Oui. Et puis, lui, il a contourné, en expérimentant sur lui-même, puis en prenant lui-même le risque, tous les problèmes d'éthique qui sont liés à ça. Parce que là, la thérapie génique, ça va permettre non seulement dans l'avenir d'éliminer certaines tares génétiques, entre autres, mais aussi ça peut ouvrir la porte à l'eugénisme dont tu nous as déjà parlé. C'est-à-dire, on va choisir les qualités de nos enfants, on va faire une espèce de modèle génétique humain qui va être soit supérieur, mais qui va être peut-être dicté par des politiques, entre autres, des nationalismes et d'autres choses du même genre. Donc, on s'approche d'un problème éthique qui va au-delà de simplement la guérison des maladies et puis l'augmentation de la durée de la vie. Mais ce que je trouve qui est le facteur principal là-dedans, c'est de voir qu'un type comme Brian Henley, qui est d'ailleurs un doctorat en microbiologie, comme j'enseignais tantôt, mais il est aussi un hobbyiste. Ce qu'il fait là, c'est le maker, ce qui est un autre terme 21e siècle. La génération des makers, il n'y a pas d'équivalent français, mais c'est ceux qui fabriquent. C'est drôle parce que ça fait penser à un scénario de bande dessinée ou de film de super-héros où le méchant ou le bon, des fois, se modifie lui-même pour se donner des super-pouvoirs, etc. Exactement. Et avec des fois des résultats inattendus. Ou monstrueux. Ça, c'est dans l'ancien temps. Je suis d'opinion qu'au moment où on se parle, il y a déjà les premiers êtres humains qui vont vivre au-delà de 150 ans sont déjà au monde. Là. On ne peut pas faire autrement qu'aller dans cette direction-là parce que l'informatique et puis la capacité de calcul des ordinateurs a permis de faire ni moins la carte du génome humain et de d'autres espèces aussi. Cette connaissance-là nous permet justement de créer des molécules synthétiques, des chaînes de molécules d'ADN qui vont être remplaçables dans l'ADN humain. Là, la technologie du plasmide, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est pas nécessairement encore au point. Mais l'avenir de l'humanité, on est déjà en mode surpopulation sur la planète. L'environnement est atteint d'une façon irréversible. Quand les jeunes de notre époque manifestent pour sauver la planète, c'est pas la planète qui sauve, c'est eux autres. Donc, on doit avoir une possibilité en tant qu'espèce biologique d'aller prendre notre place dans ce qui est l'infiniment grand. Et puis, on ne peut pas y aller avec une vie courte, une vie limitée, parce que le voyage entre les étoiles, si un jour ça se fait, dans l'avenir, ça va demander des longévités énormes qu'on n'a pas présentement. Donc, on a une voie qui est due justement à ces casse-coups de la biologie, comme Brian Henley. Mais comme disent les Américains, le diable est dans les détails et il va rester à voir qui, comment, pour quelle motivation et où et pourquoi qui va financer ces recherches-là? Qui va financer? Quels sont les intérêts privés qui vont être en arrière? Et puis, il y a un grand bien pour l'humanité. La science elle-même, elle est ni éthique
ni pas éthique. C'est ce qu'on en fait. Autrement dit, il faut que la science de l'avenir, surtout en biologie comme ça, il y a une éthique très, très, très forte, précise. Si on part du principe que le passé est garant de l'avenir, le passé incite à la prudence. Voilà, bien dit. Ça conclut notre émission, le principe de précaution. Ouais. Et je vais prendre la précaution de faire ma conclusion tout de suite, puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission de Histoire à dormir debout.